Ma famille m'a faussement accusé d'avoir couché avec la fiancée de mon cousin. Ils m'ont renié. Maintenant, la véritable confession des briseurs de foyer a révélé une vérité à laquelle ils ne s'attendaient pas. Je m'appelle Jean, j'ai 32 ans maintenant, mais tout ce gâchis a commencé quand j'avais 27 ans. J'ai grandi dans une petite ville près de Lyon, un endroit où tout le monde connaît les affaires des autres, que cela vous plaise ou non. Mon cousin Michel et moi étions pratiquement inséparables quand nous étions enfants. Lors des vacances en famille, nous partagions toujours une chambre, à chaque fois, jusqu'à ce que nous atteignions l'adolescence, c'était ça notre complicité. Nos mères sont sœurs, alors elles veillaient à ce que nous soyons toujours ensemble, pendant les vacances, les week-ends, tout le temps. Michel allait épouser Catherine, qui, de manière assez drôle, avait grandi à seulement 3 maisons de chez nous. Sa famille avait emménagé dans le quartier quand elle avait 8 ans et moi j'en avais 10. Dès le premier jour, nos familles se sont très bien entendues. Vous savez, comment certains voisins deviennent une famille, eh bien, c'est ce qui est arrivé. Les parents de Catherine nous gardaient Michel et moi chaque fois que nos parents travaillaient tard. Et chaque été, sans faute, nous faisions ces énormes barbecues bruyants dans le jardin. C'était ce genre de lien. Catherine était comme ma petite sœur. Elle venait me demander des conseils sur les garçons. Au collège, je l'aidais avec ses devoirs de mathématiques. Enfin, on galérait ensemble, à rire aux éclats, et je lui ai même appris à conduire dans ma vieille voiture, une Honda Civic. Que son âme repose en paix, la transmission de ma voiture. Évidemment, quand Michel et Catherine ont commencé à sortir ensemble à l'université, tout le monde était ravi, c'était logique. Vous savez, ils se tournaient autour depuis le lycée, et quand ils se sont enfin mis ensemble en 3e année, toute la famille était unanime, enfin. Je n'exagère même pas, notre mamie a littéralement pleuré quand ils ont annoncé leur fiançailles. Le jour du mariage, le 15 juin 2019, c'était dans un joli lieu juste à l'extérieur de Lyon, pas super chic mais définitivement plus beau que le mariage dans le jardin de mon frère Marc l'année précédente. Désolé, mon frère, mais la situation des toilettes chimiques était difficile. J'étais l'un des témoins de Michel, avec son meilleur ami Thomas, son colocataire à l'université, et quelques autres gars. Le matin a commencé assez normalement. Je suis arrivé tôt pour aider à préparer, parce que c'est ce que l'on fait quand son cousin préféré se marie, non? Je portais un costume bleu marine qui m'avait coûté beaucoup trop cher, mais bon, les photos de mariage sont éternelles. J'avais épinglé ma boutonnière de témoin, ça m'a pris 3 essais pour la mettre droite, et je dirigeais les invités vers les endroits où ils devaient aller. Un couple de personnes âgées venait de me demander où étaient les toilettes pour la 3e fois. Ils étaient vraiment gentils, mais ils avaient du mal avec les directions. Alors, je les accompagnais personnellement, parce que je ne suis pas un monstre. C'est alors que tout est devenu un vrai chaos. J'ai entendu un tumulte derrière moi et avant que je puisse même me retourner complètement, bam, j'ai été frappé si fort que j'ai littéralement vu des étoiles. Je pensais que c'était juste une expression que les gens disaient dans les films, mais non, des vraies étoiles. Michel est arrivé en courant, avec Thomas et quelques autres gars derrière lui. Il avait l'air, je ne sais même pas comment décrire ça, comme de la rage, de la douleur, et autre chose, tout mélangé. Il a commencé à me frapper, ce n'était pas juste un coup, c'était une véritable attaque. Je ne suis pas un petit gars, je mesure 1,85 m et je vais à la salle de sport de temps en temps, mais Michel travaille dans la construction et il m'a littéralement détruit pendant tout ce temps. Il criait des choses comme « Comment as-tu pu » et « Je t'ai fait confiance ». Pendant ce temps, j'essayais juste de protéger mon visage et de comprendre ce qui se passait. Thomas et 2 autres témoins ont enfin réussi à le tirer de moi. À ce moment-là, je saignais partout sur mon beau costume tout neuf. Que son âme repose en paix, lui aussi. Le sang ne part pas facilement. Mon œil gauche commençait à gonfler et je suis presque sûr que mon nez était cassé. Le couple âgé que j'aidais était là, figé, la femme pleurait. Je me sens toujours mal d'avoir gâché leur journée. Quelqu'un, je crois que c'était le responsable du lieu, a appelé des secours. Il voulait appeler la police, mais j'ai réussi à dire non à travers mes lèvres boursouflées. Même si je n'avais aucune idée de ce qui se passait, c'était quand même Michel, on a grandi ensemble. Pas question de le faire arrêter. J'ai fini à une clinique d'urgence à quelques kilomètres de là. La doctoresse m'a demandé à plusieurs reprises si je voulais porter plainte pendant qu'elle vérifiait si mon nez était cassé. Petite info, il n'était pas cassé, juste bien contusionné. J'ai toujours un petit bosselet là, d'ailleurs. Elle m'a donné un pack de glace tellement froid qu'il m'a presque fait plus mal que les coups. Ok, pas vraiment, mais bon, ces packs de glace médicaux ne sont pas une blague. C'est alors que j'ai reçu un texto. Vous savez ces moments dans les films où le personnage regarde son téléphone et que tout son monde change ?
Eh bien, c'était un de ces moments. Un message de mon père, le mariage est annulé. Range tes affaires dans le garage avant ce soir. Un peu de contexte, j'avais déménagé il y a des années, mais j'avais gardé quelques affaires chez mes parents, des boîtes de souvenirs d'enfance, du matériel sportif, des albums photos, des trucs que tu ne peux pas mettre dans un petit appartement, mais que tu ne veux pas jeter. Rien de grave, mais la façon dont il l'a dit, c'est là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai appelé mon père immédiatement, directement sur la messagerie vocale, idem pour ma mère. Ma sœur ne répondait pas non plus. La seule personne qui a répondu, c'était mon frère Marc, et tout ce qu'il a dit, c'est « Comment as-tu pu faire ça à la famille ?» avant de raccrocher. Je suis assis dans le service d'urgence avec un pack de glace sur le visage, on dirait que je viens de me battre pendant 10 rounds avec Mike Tyson, et personne dans ma famille ne répond à leur téléphone. L'infirmière me jette des regards pleins de compassion pendant que j'essaie d'appeler tous ceux à qui je peux penser, pensant probablement que je suis un gars qui s'est battu dans un bar à 11h du matin, en costume, ouais. Finalement, j'ai décidé de conduire directement chez mes parents. Petite parenthèse, essayer de conduire avec un œil fermé à cause du gonflement, ce n'est pas amusant, je ne recommande pas. Je devais tourner toute ma tête pour vérifier mon angle mort. J'avais probablement l'air d'un hibou dérangé aux yeux des autres conducteurs. J'arrive chez mes parents, dans la maison où j'ai grandi, la maison typique de banlieue avec de la peinture bleue qui commence à s'effacer, et que maman promet de refaire depuis 5 ans. La voiture de ma sœur Jenny est dans l'allée, avec le pick-up de mon frère marqué les voitures de mes parents. Génial, toute la famille est là, ça promet d'être amusant. Je passe par le garage, j'avais encore la clé à ce moment-là, et je me dirige vers la cuisine. Vous connaissez ce sentiment quand vous entrez dans une pièce et que tout le monde s'arrête de parler immédiatement? Oui, imaginez ça multiplié par 1000. Maman est assise à l'île de la cuisine, papa est près de la machine à café, Jenny est à sa place habituelle sur le comptoir, elle a 25 ans mais elle y est toujours assise comme si elle en avait 12, et Marc est adossé au frigo. La première chose que maman fait, c'est de pousser un cri, pas un petit cri, mais un grand cri digne d'un feuilleton. Oh mon Dieu, qu'est-ce que Mike t'a fait à ton visage? Puis elle enchaîne immédiatement avec « Mais comment as-tu pu, James? Comment as-tu pu faire ça à la famille ?» Le changement brutal d'inquiétude à accusation m'a donné un mal de tête encore pire que celui que j'avais déjà. C'est là qu'ils m'ont enfin expliqué ce qui se passait. Apparemment, j'avais une liaison secrète avec Cathy. Oui, cette Cathy, la fille qui se moquait de mon acné au lycée, celle qui m'a aidé à choisir le cadeau d'anniversaire de ma première vraie petite amie, celle qui m'a littéralement appelé, dans son discours de remise des diplômes à l'université, son grand frère. Selon eux, nous nous cachions depuis des mois. J'ai littéralement ri, vraiment ri à haute voix, ce qui, petit conseil, ne fait pas rire quand on a les lèvres coupées, ça fait vraiment mal, mais c'était tellement ridicule que je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est là que Marc, mon propre frère, qui était témoin à mon mariage avant mon divorce, une autre histoire qui n'est pas pertinente ici, prend un sac de sport derrière le canapé et le jette à mes pieds en me disant « Prends tes affaires et sors ». Il essaie de paraître dur, comme dans un film. Le sac contenait peut-être la moitié de mes affaires du garage. J'ai appris plus tard qu'il avait juste pris des trucs au hasard, il a pris mes anciennes cartes de baseball, mais a laissé toutes mes photos du lycée et de l'université. Merci mon frère. J'ai essayé d'expliquer, j'ai évidemment continué à dire que c'était insensé, demandant des preuves, essayant de comprendre d'où ça venait. Papa secouait juste la tête en disant des choses comme « On t'a fait confiance et comment as-tu pu faire ça à Mike ?» Maman ne voulait même pas me regarder. Jenny, qui parle normalement pour toute la famille, est restée là, silencieuse. Je leur ai demandé quelles preuves ils avaient, leur réponse? On sait juste. C'est tout, c'était littéralement tout ce qu'ils avaient. Pas de capture d'écran de texto, parce qu'il n'y en avait pas de photos de nous ensemble, sauf, vous savez, des photos de famille normale des 15 dernières années, rien. Ils savaient juste. Le pire, c'est que ce sont les gens qui me connaissent. Maman et papa, qui m'ont élevé pour toujours dire la vérité, qui m'ont littéralement puni pendant un mois en 8e, parce que j'avais menti sur l'achèvement de mon projet scientifique, Jenny qui venait toujours me voir avec tous ses problèmes parce que j'étais celui qui avait du bon sens dans la famille, Marc que j'avais aidé à déménager 3 fois, parce qu'il était trop radin pour engager des déménageurs, ils ont tous simplement décidé que j'étais coupable, sans poser de questions. J'ai essayé d'appeler Cathy, directement sur la messagerie vocale, je lui ai envoyé un message, pas de réponse. J'ai appelé chez ses parents, oui, ils avaient encore une ligne fixe. Monsieur H a répondu et m'a dit que si jamais je rappelais, il appellerait la police. Vraiment un comportement chrétien là. Monsieur tout le monde mérite pardon. J'ai quitté la maison de mes parents dans un état de confusion,
je n'ai même pas pris le sac que Marc avait jeté, je suis juste monté dans ma voiture et j'ai conduit. J'ai fini au Murphy S, ce bar du centre-ville où j'allais tous les jeudis soirs pour la soirée quiz depuis environ 4 ans. Le barman Dave m'a jeté un coup d'œil à mon visage et a commencé à verser mon whisky sourd habituel. Basique, je sais. Puis le colocataire de Mike arrive pour son shift, me voit et soudainement Dave me dit que je dois partir. Apparemment, je ne suis plus le bienvenu là-bas. Super, vraiment super. Je suis rentré chez moi, à mon appartement, j'ai réessayé d'appeler Cathy, rien. À ce moment-là, mon téléphone explose de messages venant de membres de la famille et d'amis de la famille. Chacun a son avis. Tout le monde savait qu'on était trop proches. Soudainement, chaque fois que Cathy et moi traînions ou parlions, c'était suspect. Cette fois où je l'ai aidé à déménager après l'université? Évidemment, on couchait ensemble. Le fait que son petit ami de l'époque ait aussi aidé. Oublié. J'ai dû éteindre mon téléphone. Je suis juste resté là, dans mon appartement sombre, avec un sac de petits pois congelés sur mon visage, la glace de l'urgence avait fondu, essayant de comprendre comment ma vie entière avait explosé en l'espace de 6 heures. J'ai appelé pour prévenir que je ne viendrai pas au travail lundi. Comment expliquer à ton patron que ton visage ressemble à celui d'un sac de frappe de boxeur professionnel parce que ton cousin pense que tu couches avec sa fiancée? Ouais, ce n'est pas une conversation que j'avais envie d'avoir. Les semaines suivantes ont été un vrai enfer. On ne se rend pas compte à quel point ta vie est liée à ta famille jusqu'à ce qu'ils décident soudainement que tu n'es plus rien pour eux. Exemple rapide, j'ai essayé d'aller à ma salle de sport habituelle lundi matin, pensant que l'exercice pourrait m'aider à y voir plus clair. Devine qui est là. Le pote de Mike, Steve, qui apparemment gère maintenant l'endroit. Soudainement, mon abonnement est en révision et on me dit d'essayer une autre salle. C'était comme si toute la ville jouait à ce jeu tordu de 6 degrés de séparation, sauf que là, c'était les 6 degrés pour foutre en l'air James. Mon café habituel? La barista est la meilleure amie du cousin de Cathy. Le propriétaire de l'épicerie locale va à l'église avec les parents de Mike. Même mon putain de dentiste a annulé mon rendez-vous de nettoyage, son gamin joue en ligue mineure avec le neveu de Mike ou quelque chose comme ça. La situation au travail était aussi amusante. J'ai dû expliquer à mon patron pourquoi j'avais l'air d'avoir été dans une bagarre de bar. J'ai essayé de rester vague, mais Suzanne de la comptabilité a entendu, parce qu'évidemment, elle a entendu, et à l'heure du déjeuner, tout le bureau savait. On m'a appelé dans le service des ressources humaines, parce qu'apparemment quelqu'un, merci Suzanne, était préoccupé par ma conduite personnelle. J'ai dû expliquer à cette responsable RH de 23 ans que non, je n'étais pas en train de vivre une relation inappropriée avec qui que ce soit, tout en la regardant comme si j'étais un méchant de soap-opéra. J'ai enfin réussi à joindre Cathy après environ une semaine. Le premier appel a été difficile, genre explosion nucléaire difficile. Ça a commencé par elle qui me hurlait dessus pour avoir ruiné sa vie et moi qui criais que ma vie était aussi ruinée, mais quelque part entre les hurlements et les pleurs, oui, j'ai pleuré, jugez-moi autant que vous voulez, on a réellement commencé à s'écouter. Il s'est avéré que de son côté, c'était encore pire que le mien. Ses parents super religieux l'avaient pratiquement excommunié, genre vraiment, tu es morte pour nous. Son père avait même appelé leur prêtre pour voir s'il pouvait l'excommunier officiellement de l'église. Spoiler, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, monsieur H. Sa mère avait déjà emballé toutes ses affaires d'enfance dans des sacs poubelles et les avait laissés sur le porche. Très classe. La situation de Cathy au travail était aussi un cauchemar. Elle était chef de projet dans une grande agence de marketing en centre-ville, mais son responsable d'équipe était le cousin de Mike du côté de sa mère. Soudainement, tous ses projets étaient réaffectés et elle recevait des avertissements pour manque de concentration au travail. Ouais, je me demande bien pourquoi elle était concentrée quand toute sa vie s'effondrait. On a commencé à comparer nos notes par texto, les appels semblaient trop risqués. On ne voulait pas que quelqu'un nous entende et commence à propager plus de rumeurs. Aucun de nous n'avait la moindre idée de l'origine de ces accusations. Chaque fois qu'on demandait à quelqu'un des preuves, il répondait juste des trucs comme tout le monde sait d'où c'était évident. Genre quoi? Qu'est-ce qui était évident? Le fait qu'on se connaissait depuis qu'on était enfant, qu'on pouvait tenir une conversation sans que ce soit étrange? La seule fois où j'ai réussi à coincer Mike, je suis tombé sur lui à la station-service. Il ne pouvait pas vraiment s'enfuir pendant qu'il faisait le plein. Sa réponse a été, j'ai vu la façon dont tu la regardais. La façon dont je la regardais? Tu rigoles? Je la regardais de la même façon que je regardais Jenny parce qu'elle était comme ma sœur. Tu te souviens du sac de sport avec mes affaires du garage de mes parents? Eh bien, je suis enfin retourné chercher le reste de mes affaires environ 2 semaines plus tard.
Maman avait tout emballé dans des boîtes et laissé dans le garage. Elle n'a même pas étiqueté les boîtes, elle a juste tout jeté au hasard. J'ai trouvé mes photos de remise de diplôme du lycée mélangées avec de vieilles décorations de Noël. Mon diplôme universitaire était coincé avec de vieux équipements sportifs. Super, vraiment super, maman. Les retombées sur les réseaux sociaux étaient aussi amusantes. J'ai été bloqué par à peu près tout le monde dans la famille. La sœur de Cathy, que j'avais aidée avec ses candidatures à l'université, a posté un statut vague sur les serpents dans la famille, qui a eu comme 200 commentaires. Des gens avec qui je n'avais pas parlé depuis le lycée m'envoyaient soudainement des messages, me disant qu'ils savaient toujours que quelque chose n'allait pas chez moi. J'ai commencé à recevoir des appels et des textos de numéros inconnus, apparemment quelqu'un, je suis à peu près sûr que c'était le frère de Cathy, avait partagé mon numéro dans un groupe familial. J'ai dû changer de numéro après avoir été bombardé de messages adorables, m'appelant de tout, d'un briseur de foyer à, enfin, vous pouvez imaginer. Cathy et moi avons finalement réalisé qu'on devait quitter cette ville. Elle nous étouffait. Tout le monde avait déjà décidé que nous étions coupables et rien de ce qu'on disait ou faisait allait changer leur opinion. On ne pouvait même pas se rencontrer pour en parler en personne, car les gens nous verraient sûrement et ça prouverait tout. J'en avais marre de me défendre contre quelque chose que je n'avais pas fait. Comment prouver l'innocence? Comment prouver que quelque chose ne s'est pas passé? C'est impossible et apparemment, aux yeux de tout le monde, le fait qu'on ne puisse pas prouver notre innocence signifiait qu'on devait être coupable. Après environ 2 mois à vivre comme un ermite et à recevoir des regards bizarres de la part des chauffeurs d'Ordache. Je suis presque sûr que quelqu'un leur a dit que j'étais ce gars-là. J'ai décidé que ça suffisait, j'en avais assez. J'ai postulé pour un transfert au travail. Heureusement, mon entreprise a des bureaux à Seattle. Mon patron a été étonnamment cool à ce sujet. Probablement qu'il voulait juste se débarrasser du drame au bureau. Pour être honnête, Cathy et moi avons eu notre dernière conversation avant de quitter la ville. On a décidé qu'il valait mieux prendre des chemins séparés. Elle a choisi Chicago, moi Seattle. On est resté en contact sur Instagram, mais c'était tout. On s'est désabonné l'un de l'autre sur toutes les autres plateformes, juste pour être prudent. On ne voulait pas que quelqu'un prenne des captures d'écran et commence des rumeurs sur le fait qu'on se cachait toujours. Déménager à Seattle a été intéressant. Essayer d'expliquer à de potentiels colocataires pourquoi tu déménages soudainement dans une nouvelle ville à 27 ans, avec pratiquement aucun meuble. Mon premier endroit était ce petit studio à Capitol Hill, qui coûtait beaucoup trop cher, mais c'était le mien, et personne là-bas ne connaissait mon nom ou mon histoire. On ne peut pas mettre un prix sur ce genre de liberté. J'ai tout recommencé à zéro. Nouveau numéro de téléphone, nouvelle adresse email. J'ai dû abandonner mon ancien compte après qu'il ait été bombardé de souscriptions. Vraiment mature, les gars. J'ai même supprimé mon ancien compte PlayStation parce que certains des amis de Mike continuaient à m'envoyer des messages haineux par le chat de jeu. Qui fait ça? Le travail était plutôt bien. La bonne chose à propos d'être le nouveau gars, c'est que personne ne pose trop de questions sur ton passé. J'ai juste dit aux gens que j'avais besoin de changement de décor. Ce n'était pas techniquement un mensonge, non. Je me suis lancé dans le travail, j'ai commencé à aller à la salle de sport régulièrement, une autre chaîne que celle de mon ancienne salle, évidemment. J'ai essayé de créer une routine. J'ai trouvé ce super bar appelé The Crocodile qui faisait des soirées trivia le mercredi. C'était une ambiance différente de Murphy S à la maison, mais les barman ne me regardaient pas comme si j'étais l'incarnation de Satan, donc c'était un progrès. J'ai commencé à y aller régulièrement, j'ai rencontré des gens sympas et pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Puis il y a eu le barbecue du travail qui a tout changé. C'était l'été 2021, l'une de ces rares journées parfaites à Seattle où il ne pleut pas et il ne fait pas trop chaud. Un de mes collègues, Jake, organisait chez lui à Ballard. J'ai failli ne pas y aller, je n'étais toujours pas très à l'aise dans les situations sociales de groupe. Mais Jake m'avait aidé à comprendre le système de bus de Seattle quand je suis arrivé, donc je sentais que je lui devais bien ça. C'est là que j'ai rencontré Amy. Elle était la meilleure amie de la femme de Jake, de son cours de yoga. Vous vous souvenez de ces moments dans les films où le personnage principal voit quelqu'un et tout le reste semble disparaître? Ouais, c'est de la foutaise. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'elle m'a vu avoir une conversation embarrassante et intense avec le chien de Jake sur la technique de lancer de frisbee. Pas mon moment le plus fluide, mais d'une manière ou d'une autre, ça a mené à une discussion. Elle était facile à aborder, ne faisait pas ce truc de frise de Seattle, où les gens sont polis mais distants. On a fini par s'asseoir sur la terrasse de Jake pendant 2 heures à discuter de trucs au hasard. Elle écoute des podcasts sur le true crime, oui je vois l'ironie, et elle a même aimé mes blagues stupides sur la circulation à Seattle.
On a commencé à sortir ensemble assez rapidement après ça. Au bout du 3e rendez-vous, je savais que je devais lui dire toute la vérité. On ne peut pas construire quelque chose de réel sur des mensonges, non? Alors j'ai tout dit, le mariage, les accusations, le drame familial, tout. Je pensais qu'elle allait s'enfuir, mais non, elle a juste écouté, vraiment écouté, a posé des questions qui montraient qu'elle essayait de comprendre, pas de juger. Quand j'ai fini, elle m'a juste dit que ça craint vraiment, puis m'a demandé si je voulais aller prendre une glace. Et d'une manière ou d'une autre, c'était exactement la bonne réponse. Le truc étrange, c'est qu'elle a commencé à suivre Cathy sur Instagram. J'avais mentionné qu'on gardait un contact minimal. Il s'avère qu'elles sont toutes les deux obsédées par ce podcast appelé Crime Junkie, et soudainement, elles s'envoyaient des messages privés à propos des épisodes. Ensuite, je me suis retrouvé à les voir commencer un club de lecture virtuel avec d'autres fans de true crime. Elles faisaient des appels Zoom toutes les 2 semaines, avec du vin et des snacks, pour discuter de ce qu'elles lisaient. La vie de Cathy s'est aussi améliorée. Elle a rencontré un mec, Chris, par le biais de son travail à Chicago. C'est un genre de développeur de logiciels qui apparemment ne sait pas coder sans au moins 3 moniteurs, selon les mots d'amis. Ils parlent de tout et de rien dans leur club de lecture. Ils semblent bien, traitent bien Cathy et ne sautent pas à des conclusions folles, vous savez, les bases. J'ai commencé à avoir l'impression que peut-être tout ce qui s'était passé avait une raison. Ne vous méprenez pas, ça craint toujours de perdre ma famille et ma ville natale. J'ai encore des jours où la cuisine de ma mère me manque, où je me demande à quoi ressemblent mes nièces et neveux maintenant. Mais j'ai construit quelque chose de bien ici. De vrais amis qui me font confiance, une petite amie qui écoute, une vie qui est vraiment la mienne. Le drôle, c'est que j'aime en fait Seattle moi plus que Portland moi. Le Portland moi essayait toujours de garder tout le monde heureux, marchant sur des œufs avec le drame familial. Le Seattle moi vit, va au travail, joue à des jeux vidéo, emmène amis essayer de nouveaux restaurants, existe sans constamment regarder par-dessus mon épaule. J'ai appris par Cathy que ses parents parlent encore de moi à l'église. Apparemment, je suis leur exemple de mise en garde sur les loups déguisés en moutons, ou peu importe. Cool. Bien à savoir 5 ans plus tard qu'ils parlent toujours de moi. Vraiment sain, M et Madame H. Donc, j'étais là, vivant ma meilleure vie à Seattle, bon travail, petite amie géniale, j'avais même commencé des cours de cuisine. Il s'avère que je suis plutôt bon à ça, tout le reste est encore en cours de développement. Puis le mois dernier est arrivé, et soudainement, c'était comme si le passé revenait en force, comme une gueule de bois. Ça a commencé un mardi, Amy travaille chez elle la plupart des jours, car son entreprise est passée au télétravail après le Covid et n'est jamais revenue en arrière. Elle va d'habitude à ce petit restaurant méditerranéen au bout de la rue pour le déjeuner. Ils font un shawarma qui est littéralement de la drogue en forme de sandwich. Ce jour-là, elle est rentrée chez nous et quelque chose n'allait pas. Il y avait un mot collé à notre porte, pas un genre de note disant « Désolé, nous avons raté votre livraison » ou un prospectus pour l'entretien des pelouses, on vit dans un appartement, mais bien sûr, continuez à laisser ces papiers. Juste un papier blanc tout simple disant « Nous devons parler ». Je reviendrai ce soir, pas de nom, pas de numéro, rien, juste ça. Maintenant, mon nom est sur la boîte aux lettres. Amy avait gardé son ancien appartement en location, donc elle n'est pas sur le bail. Amy a donc pensé que c'était pour moi. Elle m'appelle au travail, ce qui ne se produit jamais, parce qu'elle déteste les appels téléphoniques et préfère généralement les textos. Je peux dire qu'elle est paniquée parce qu'elle fait ce truc où elle parle super vite et oublie de respirer entre les phrases. Je quitte le travail plus tôt, parce que qui ne le ferait pas? Je rentre chez moi et Amy a toutes les portes verrouillées et tient sa vieille batte de softball de l'université. Elle a joué au softball Division 1 à l'université de Washington et elle a toujours un swing impressionnant. On fait parfois du bat-ball ensemble et elle me botte systématiquement les fesses, mais la voir réellement effrayée au point de prendre la batte, ça change tout. On est resté éveillé tard ce soir-là, Amy a fait 3 fournées de cookies, sa méthode quand elle est stressée, et on a binge-watché une série sur Netflix qu'aucun de nous ne regardait vraiment. Personne n'est venu. Même chose le lendemain soir et celui d'après. Juste au moment où on commençait à se dire que c'était peut-être une blague étrange ou une erreur d'adresse, ça s'est produit. Vendredi soir, vers 20h30, on venait de finir le dîner, on avait commandé à emporter parce que personne de nous ne voulait cuisiner, quand quelqu'un a frappé à la porte. Je regarde à travers le Judas et mon ventre se serre. C'est Mike, debout là, dans ce qui ressemble aux vêtements d'hier, clairement il n'avait pas rasé depuis des jours, se balançant légèrement comme s'il était soit ivre, soit vraiment fatigué, ou les deux. Amy prend sa batte. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais je n'allais pas discuter et j'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne de sécurité.
Probablement qu'elle ne l'arrêterait pas s'il décidait de repasser en mode rage, mais je pensais que c'était mieux que rien. La conversation s'est passée comme ça. Mike, est-ce que je peux entrer? Moi, absolument pas. Mike, allez, mec, je veux juste parler. Moi, la dernière fois que tu voulais parler, je me suis retrouvé aux urgences. Mike, en regardant ses pieds, ouais, à propos de ça, je suis venu m'excuser. Moi, excuses acceptées, au revoir. Je commence à fermer la porte. Mike, attends, je connais la vérité maintenant, à propos de tout. Moi, sympa, mais je ne te laisse toujours pas entrer. Mike, je dois aussi m'excuser auprès de Cathy. Tu peux me donner ses coordonnées? Moi, j'ai vraiment ri, ouais, ça n'arrivera pas. Mike, s'il te plaît, je veux juste arranger les choses. Moi, tu as eu 5 ans pour arranger les choses, 5 ans de silence, et maintenant tu débarques chez moi en t'attendant à quoi exactement? Il a continué à essayer de parler, mais j'en avais assez. Je lui ai dit que je préviendrais Cathy qu'il essayait de la joindre, et que si elle voulait lui parler, elle pourrait en décider elle-même. Puis j'ai fermé la porte. À travers la porte, je l'ai entendu crier quelque chose à propos de débloquer ma mère parce qu'elle voulait parler. Je suis retourné dans le salon où Amy tenait toujours sa batte comme si elle était prête pour la saison de baseball. J'ai appelé Cathy immédiatement, je pensais qu'elle devait savoir que Mike essayait soudainement de reprendre contact. Elle était aussi perturbée que moi, et m'a bien fait comprendre qu'elle ne voulait pas que je lui donne les coordonnées de Mike, ce que je comprenais totalement, toute cette histoire m'avait perturbé plus que ce que je pensais. J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là, je n'arrêtais pas de penser à Mike qui apparaissait comme ça. Il avait l'air épuisé, pas juste mal rasé et en désordre, mais comme un homme vaincu. Ce n'était pas le même gars qui avait essayé de me réarranger le visage il y a 5 ans. Amy a été incroyable pendant tout ça. Elle est généralement cette personne décontractée et un peu fofolle, qui fait des jeux de mots nuls et danse en faisant la vaisselle, mais cette semaine-là, elle est passée en mode protection totale. Elle a installé une sonnette Ring le lendemain. On est locataire, mais elle a dit qu'elle préférerait perdre la caution que de se sentir en danger. Elle a commencé à travailler depuis le café en bas au lieu de travailler à la maison. Elle a même appelé son frère, qui est policier à Tacoma, pour lui demander des informations sur les ordonnances de restriction, au cas où. Ça m'a pris quelques jours pour décider quoi faire avec ma mère. J'ai finalement débloqué son numéro, mais j'ai envoyé un texto au lieu d'appeler. J'ai entendu dire que tu voulais parler, je pensais que la balle était dans leur camp maintenant, après 5 ans de silence, ils ne pouvaient pas simplement débarquer et s'attendre à ce que tout soit réglé. Après la visite surprise de Mike, ma mère a commencé à envoyer des textos, pas d'appel. Je suppose qu'elle a compris que je n'étais pas prêt pour ça. Voici comment s'est passé ce premier échange. Maman, nous voulons que tu rentres à la maison. Moi, je suis à la maison. Maman, tu sais ce que je veux dire. Moi, on veut s'excuser et te remettre dans la famille. Moi, qu'est-ce qui a provoqué ça? Maman, on sait maintenant ce qui s'est vraiment passé. Moi, il n'a fallu que 5 ans, génial. Ouais, je faisais le petit con. Poursuivez-moi en justice. Finalement, après quelques échanges, elle a tout lâché, 2 ans après le mariage, ce n'était pas Mike qui avait épousé Jessica, c'était cette fille de son club de gym. Il se trouve qu'elle est la même que j'ai vue au mariage de Cathy, la demoiselle d'honneur assise seule, ayant l'air mal à l'aise. Maintenant ça a du sens. Leur mariage était apparemment un désastre depuis le premier jour, disputes constantes, problèmes de confiance, tout le tralala. Pendant l'une de leurs grosses disputes, il y a environ 6 mois, Jessica a laissé échapper quelque chose, disant quelque chose du genre « Je n'ai pas gâché la relation d'Emily juste pour passer mon mariage à entendre parler d'elle. » Laissez ça couler. Il se trouve que Jessica avait tout inventé, elle était amoureuse de Mike, a vu à quel point il était proche de Cathy et a décidé d'éliminer la concurrence. Elle a dit à Mike qu'elle nous avait vus ensemble, lui a donné tous ces détails sur des rencontres supposées et des messages secrets, mais Mike a exigé des preuves. Elle ne pouvait rien fournir, parce que, vous savez, ça ne s'était jamais produit. Et voici le meilleur, quand Mike a rapporté ses accusations à la famille, tout le monde y a cru, sans poser de questions. Leur logique? Mike ne gâcherait pas son propre mariage s'il n'était pas sûr, parce qu'apparemment, être sûr, ça veut dire prendre le mot d'une fille du gymnase au lieu de celui des gens que tu connais depuis toute ta vie. Personne, dans aucune des deux familles, ne s'est arrêté pour vraiment me parler, ou à Cathy. Personne n'a demandé des preuves. Personne n'a pensé, et, peut-être devrions-nous entendre leur version avant de détruire complètement leur vie. La meilleure et pire partie? Apparemment, Jessica avait un historique avec ce genre de choses. Après que tout soit sorti, l'ami de Mike, Tom,
s'est souvenu qu'elle avait fait quelque chose de similaire dans son ancien gymnase, accusant un entraîneur de harcèlement, quand il ne voulait pas quitter sa copine pour elle. Mais personne n'a pensé à vérifier cela avant que mon visage devienne le sac de frappe personnel de Mike. La vie de Cathy a été encore plus dure que la mienne. Toutes ces gens de l'église qui la traitaient comme si elle était un péché ambulant, ses parents qui lui ont littéralement jeté ses souvenirs d'enfance dans des sacs poubelles, son patron qui a rendu sa vie infernale jusqu'à ce qu'elle doive démissionner. Personne ne s'est donné la peine de vérifier quoi que ce soit non plus. Voici un petit calendrier pour vous. Juin 2019, le jour du mariage, désastre. Juillet 2019, Cathy et moi quittons la ville. Décembre 2019, Mike commence à sortir avec Jessica. Mars 2020, il se marie. Ouais, pressé, n'est-ce pas? Août 2021, je rencontre Amy. Septembre 2024, Jessica avoue enfin qu'elle a tout inventé. Octobre 2024, tout le monde veut soudainement s'excuser. 5 ans, 5 longues années à être le paria de la famille. 5 ans à manquer des anniversaires, des fêtes, des mariages, des naissances. 5 ans à ce que mes nièces et neveux entendent que l'oncle James est une mauvaise personne. Tout ça parce qu'une fille du gymnase ne pouvait pas accepter le fait que mon cousin était heureux avec quelqu'un d'autre. Amy a été mon rocher pendant tout ça. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle est restée assise un moment. Puis a dit: ce que tu me dis, c'est que toute ta famille est plus bête qu'une boîte de pierre. Ça m'a fait rire pour la première fois depuis que j'ai appris ce qui s'était passé. La réponse de Cathy a été moins humoristique. Citation directe de notre appel téléphonique. Ils peuvent prendre leurs excuses et les enfouir là où le soleil ne brille pas. Dis-nous ce que tu ressens vraiment, Cathy. Le pire, ce n'est même pas le mensonge en soi. C'est à quel point tout le monde l'a cru si facilement. Ces gens qui me connaissent depuis que je suis né, qui m'ont vu grandir, qui étaient censés m'aimer. Ils ont tous décidé que cette histoire entre Cathy et moi avait plus de sens que la vérité. Ma mère n'arrête pas d'envoyer ces longs textos. Sur combien ils sont désolés. Comment ils auraient dû savoir mieux. Comment ils veulent arranger les choses. Papa a même essayé d'appeler, j'ai bloqué ça rapidement. Jenny envoie des photos de ses enfants avec des légendes culpabilisantes. Des légendes bizarres du genre ils veulent rencontrer leur oncle. Mais voilà le truc, tu ne peux pas appuyer sur reset. Après 5 ans à traiter quelqu'un comme de la merde. Tu ne peux pas juste dire: oups, on a mal agi et t'attendre à ce que tout redevienne normal. La confiance, c'est comme un miroir, une fois qu'il est cassé. Tu peux essayer de le réparer. Mais tu verras toujours les fissures. Je vous tiendrai au courant, les gars. Si quelque chose se passe. Merci d'avoir lu. Dernière mise à jour, et bien Reddit. Voici la dernière mise à jour. Cathy et moi avons décidé qu'il était temps de faire face à la musique chez nous. Nous avons convenu de rencontrer les deux familles. Mais à nos conditions. J'ai choisi un endroit neutre. Ce café en centre-ville où aucune de leurs familles n'avait de lien. Cathy était trop anxieuse pour revenir juste pour ça. Donc on a installé mon ordinateur portable avec elle sur Zoom. Je l'avais mise sur haut-parleur, mais sa vidéo était éteinte. Elle voulait tout entendre. Mais ne voulait pas voir leur visage. Je ne peux pas lui en vouloir. La bande était au complet. Mes parents, Mike, Jessica, qui avait l'air de préférer être ailleurs. Les parents de Cathy, mes frères et sœurs. Même Tom était là. Probablement coupable de ne pas m'avoir soutenu comme témoin. Avant que quelqu'un ne commence avec ses excuses. J'ai posé quelques règles de base. Cathy entendra tout. Elle peut choisir de parler ou non. Si elle se déconnecte, la réunion est terminée. Personne ne me touche, je vous regarde Mike. Pas de culpabilisation, c'était pour les parents de Cathy. Première à parler, Jessica. Elle avait l'air bien, pas génial, les problèmes de mariage ne lui rendent pas service. Son explication, elle était amoureuse de Mike. Et pensait que Cathy ne le méritait pas. C'est tout, c'est littéralement la raison pour laquelle elle a tout fait exploser. Ce n'est pas une grosse méprise. Ni une erreur d'identité. Elle voulait simplement mon cousin. Et a décidé de tout faire sauter pour l'avoir. Mike a essayé de s'excuser pour les coups, en fait. Mais qui compte? Il a dit qu'il aurait dû savoir mieux que de croire Jessica. Sans preuve. Non, Sherlock. Tu penses que tu pourrais peut-être
Vérifier les faits avant de passer en mode WWE. Sur le visage de ton cousin? Puis ce furent les parents. Les deux familles. C'était intéressant. Ma mère a essayé de me prendre dans ses bras quand je suis entré. Je me suis reculé. Le regard qu'elle a eu. Comme si je lui avais giflé le visage, ouais. Eh bien peut-être. Tu te souviens de la sensation. Quand tu as emballé mes photos d'enfance. Comme si c'était des déchets, maman? Le père de Cathy a commencé avec des trucs de pardon biblique. Jusqu'à ce que Cathy se réactive et lui ferme rapidement la bouche. Ces mots exacts? Tu as jeté mes affaires dans des sacs poubelles. Et tu les as laissés sous la pluie. Ne viens pas me citer les Écritures. Je n'avais jamais vu Monsieur H sans voix avant. C'était plutôt incroyable. Ma sœur, Jenny, a pleuré sur combien ses enfants demandaient après moi. Super histoire, sœur. Où était cette préoccupation? Quand tu aidais maman à emballer mes affaires? Quand tu m'as bloqué sur tout? Quand tu disais aux gens à l'église que j'étais une horrible personne? Voici le truc avec la famille. Ils sont censés être ceux qui te connaissent le mieux. Qui te font le plus confiance. Qui te donnent au moins le bénéfice du doute. Mais chaque personne dans cette pièce a choisi de croire le pire de moi et de Cathy. Sans poser de questions, sans preuve. Directement, oui. Ils sont évidemment des amants secrets. Détruisons leur vie. Alors je leur ai dit exactement ça. J'ai dit à Jessica qu'elle avait construit son bonheur de courte durée. Sur la douleur des autres. J'ai dit à Mike que son manque de confiance avait détruit plus que sa relation avec Cathy. J'ai dit aux deux familles qu'elles nous avaient montré exactement à quel point leur amour était conditionnel. Et maintenant elles doivent vivre avec cette connaissance. Cathy a parlé à la fin. Elle était calme. Ce qui était en quelque sorte pire que si elle avait crié. Elle a simplement dit, le pire, ce n'est pas que Jessica ait menti. C'est qu'aucun de vous n'a pensé que nous méritions la vérité. Vous nous avez jetés bas sur la base de rien d'autre que des commérages. Ça en dit plus sur vous que sur nous. Puis elle s'est déconnectée. Réunion terminée. Mes parents essaient toujours de réparer les choses. Maman envoie ses longs textos émotionnels sur la famille et le pardon. Papa dit apparemment aux gens qu'il me donne de l'espace. Merci papa. Seulement 5 ans après. Les parents de Cathy veulent soudainement venir la visiter à Chicago. Ouais, bonne chance avec ça. Mais voici le truc, Amy et moi avons construit une vie ici. Une bonne vie. J'ai une bague cachée dans mon tiroir à chaussettes. Ne lui dites pas, mais je vais lui demander en mariage le mois prochain. Cathy est heureuse avec Chris. On a tous les deux de vrais amis qui nous font confiance. Des emplois qu'on aime, des vies qu'on a construites de zéro. Parfois, la famille que tu choisis est meilleure que celle avec laquelle tu es né. Parfois, les choses brisées ne doivent pas être réparées. Et parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement être heureux. Sans les gens qui t'ont jeté. Voilà comment le mariage de mon cousin a détruit ma vieille vie. Et m'a accidentellement conduit à une meilleure.